te dire exactement ce qu'on me dit, moi, c'est ce à quoi j'ai assisté, ce que j'ai vu, si tu veux, chez toutes les banques et tous les assureurs. Mais encore aujourd'hui, encore la semaine dernière. Je ne peux pas mettre en avant les ETF, sinon je suis obligé de virer 70% de ma boîte. Le problème, c'est que les personnes les plus intéressées à ce système, c'est les banquiers et les assureurs, sont les personnes qui ont le moins d'intérêt à ce que les particuliers se forment. Parce que son client, il commence à se plaindre, en fait. Le client, il commence à plus accepter, en fait, de payer des montagnes de frais sans trop rien dire. Je vous prépare une surprise. Si on y arrive, le niveau d'éducation financière des Français devrait énormément progresser en 2024. Pour l'immense majorité des gens encore aujourd'hui dans la société, l'argent est un problème. Le mot principal quand tu parles d'argent aux gens, c'est le mot peur qui sort. Et je les comprends, hein. Moi quand je me suis tapé les huissiers, quand j'avais 13 ans, qui prennent les meubles dans la baraque, c'est affreux. La réponse à ta question, qu'est-ce que je conseille à un jeune de 20 ans? Je lui conseille le plus tôt possible de commencer à mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros s'il peut, tous les mois, dans un... Mathias, bienvenue dans le podcast Génération Investisseur. J'espère déjà que tu vas bien. Merci Hugo. Oui, je vais très bien. Je suis debout sur le toit d'un train accroché avec une ficelle, mais sinon je vais très bien. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans ce podcast. J'ai vu beaucoup de tes interventions, pour être honnête, sur YouTube notamment, où tu as quand même été présent chez beaucoup de créateurs. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi une des stratégies de Trade Republic, qui est d'être beaucoup présent chez les créateurs. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est aussi la clientèle de Trade Republic. Grosso modo. C'est ça. 80% de nos clients ont moins de 35 ans. Et c'est le titre de ton podcast, moi, qui m'a convaincu d'y participer, parce que c'est un phénomène qui est avant tout générationnel. C'est très, très net. Et on va pouvoir venir à peu près au début, l'importance d'investir, et c'est le message que j'essaie de crier haut et fort à ma génération, d'où en fait le nom de mon podcast. Ouais. Mais j'ai trouvé toujours très intéressant tes interventions. Pourquoi ? Parce que ça va bien plus loin qu'un simple invité qui fait la promotion de son produit. T'as vraiment une histoire et une suite logique, et à tel point que la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai dit, mais Mathias, j'ai l'impression que c'est toi qui as créé Trade Republic. Tellement ton histoire est cohérente avec cette entreprise. Quand je les ai rencontrés, tu sais, ça a été un crush, quoi. Enfin, dingue. Donc, j'aurais aimé pouvoir la créer, Trade Republic. Mais il se trouve que j'étais occupé à faire autre chose, que c'est eux qui l'ont fait bien mieux que moi. Et que moi, mon rôle, ça a été de les aider à s'internationaliser en dehors de l'Allemagne. Si je dois résumer, moi, je suis Chief Storytelling Officer. C'est-à-dire, mon rôle, c'est d'insérer le narratif de Trade Republic dans le narratif global de la société. Et ce, dans 17 pays européens, avec des cultures, des histoires, des systèmes d'épargne et financiers différents. Donc, c'est très excitant. Et on a beaucoup de chance parce que tout ça, c'est grâce à vous, en fait. C'est la génération Z qui s'est prise en main. Nous, on est là pour accompagner ça. On fournit les outils, on crée l'OS, l'operating system, qui permet à cette génération-là de s'en saisir de la manière la plus efficace possible. Et moi, mon rôle, c'est de les décoincer. C'est d'arrêter avec les mensonges du secteur financier et bancaire. C'est d'établir une réalité bête et simple pour 95% des gens, pour que le système de l'argent, qui est une ressource en fait comme une autre, il ne t'aura pas échappé que les ressources, on s'en occupe vachement mieux depuis quelques années quand même dans le monde. L'eau, l'électricité, la nourriture, la biodiversité, même notre temps, notre attention. Et le truc qu'on n'optimisait pas jusqu'à présent, c'est l'argent. Et donc, avec Trade Republic, ils ont construit un operating system, un OS qui permet de mieux gérer son argent. Et moi, j'essaye d'ouvrir les chakras de toute la population européenne pour accueillir cette transition. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est ni plus ni moins qu'une transition financière, en fait. Comme il y a eu la transition écologique, énergétique, il y a aussi une transition financière qui est en train de se mettre en place. Et c'est les mêmes causes. On est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus vieux. On est de plus en plus endettés. C'est génial, je crois que c'est le premier podcast pour lequel j'ai pas eu besoin de poser la fameuse première question qui est de te présenter, parce que tu l'as fait par toi-même, donc c'est génial. Sur papier, tu es même le directeur Europe de Trade Republic, si je me trompe. Ouais, moi je gère une équipe en fait qui s'appelle l'équipe Markets. Et donc pour l'ensemble des marchés européens, moi je m'occupe de la presse, de la communication, des créateurs de contenu et des affaires publiques, des relations avec les autorités. Puisqu'on est une entreprise régulée, c'est un sujet majeur pour nous.
pour comprendre un peu aussi ton parcours et ton passé avant de venir un peu à l'aspect investissement, j'ai envie un peu de savoir quelle a été ton enfance, notamment en termes d'éducation financière. Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu as eu une éducation financière? Zéro. Rien du tout. Que dalle. Et tu t'es retrouvé directeur Europe d'une banque? Oui, mais j'ai été diplomate aussi à un moment donné. Oui, mais non, moi, mais en fait, moi, je suis une histoire en fait, qui est assez banale en France. C'est-à-dire que je suis issu d'un milieu qui est plutôt populaire au niveau de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. C'était des paysans, c'était des petites gens comme on disait à l'époque, des immigrés italiens et espagnols. Moi, je suis moitié italien, moitié espagnol, pied noir. Donc c'est une histoire qui est très classique. Mes parents sont médecins tous les deux et mon père est fonctionnaire donc à l'hôpital public. Et donc lui, en fait, toute sa carrière, il l'a faite dans l'hôpital. Il avait son salaire toute sa carrière. Il épargnait un petit peu. Il a acheté sa résidence principale. Mais je veux dire, il y a bien un sujet dont j'ai absolument jamais parlé avec mon père. C'est l'argent. Jamais, quoi. Ma mère, c'est un autre dossier. Et évidemment, j'ai son autorisation pour en parler comme ça. C'est uniquement pour sensibiliser. Et ma mère, elle est comme énormément de Français et de Françaises. Elle est pas à l'aise avec les factures, l'administratif, les papiers. Voilà, c'est pas son truc. Sauf elle a laissé filer. Elle est tombée entre les mains de banques qui te poussaient à la consommation de crédit, etc. Et elle s'est retrouvée surendettée. Et malgré le fait qu'elle était médecin, je veux dire, tu vois, donc ça arrive à plein de gens. Donc moi, je suis là pour oser parler de ces sujets-là, parce que l'argent, c'est un outil. C'est pas notre maître. Et donc, la génération Z l'a compris, ça, que c'est une ressource comme une autre. Mais pour l'immense majorité des gens encore aujourd'hui dans la société, l'argent est un problème. L'argent est un problème. C'est-à-dire, c'est une angoisse, c'est un stress, c'est un problème, ça fait peur. Le mot principal quand tu parles d'argent aux gens, c'est le mot peur qui sort. Ouais. Et je les comprends. Hein. Moi, quand je me suis tapé les huissiers, quand j'avais 13 ans, qui prennent les meubles dans la baraque, c'est affreux. C'est des moments, c'est des accidents en fait. Ouais. Mais personne n'en parle. T'as une omerta complète dans la société. Ouais. Qui te parle de comment on sort du surendettement? Personne. Qui te parle de comment on prépare sa retraite? Personne. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire moi, j'essaye d'utiliser mon histoire personnelle. Non pas par voyeurisme, mais par pédagogie, pour dire aux gens, bah oui, on peut bien gagner sa vie, puis avoir eu des problèmes avant, puis un jour en réavoir. Voilà, c'est de dédramatiser le sujet. C'est ça que j'essaye de faire en fait. Mais moi, j'ai eu zéro éducation financière quand j'étais enfant, zéro éducation financière quand j'étais étudiant. J'ai fait une école de commerce en finance de marché. Personne m'a jamais parlé de finances personnelles. Et donc en fait, c'est comme tous les Français. Moi, les gens qui ont fait mon éducation financière, c'est les créateurs de contenu. C'est ça la vérité. Et donc, à un moment donné, on peut raconter tout ce qu'on veut, que les conseillers en gestion de patrimoine ont le monopole de l'éducation financière en France. C'est faux, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine. 5 à 10% de la population en a vraiment besoin, parce qu'ils ont des problématiques financières complexes, et tant mieux pour eux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. L'éducation nationale ne fait pas son boulot dans ce domaine-là, c'est évident. Avant, c'était par idéologie, maintenant, c'est par incapacité, tout simplement, à s'en occuper. Les banques, c'est des structures commerciales, et elles se sont pas modernisées. Donc, elles ont principalement des produits pourris à vendre. Des trucs avec trop de frais, des trucs qui marchent pas. Donc, c'est très compliqué. C'est un vrai angle mort de l'éducation dans notre pays, mais ça, c'est clair. Ouais. T'as parlé d'éducation financière via les créateurs de contenu et je suis assez... je savais pas du tout que toi-même, tu es rentré un peu dans ce domaine via aussi la création de contenu. Moi, à titre perso, je me suis... franchement, je pense que grâce à Internet, je suis très content en fait d'être né à la période dans laquelle je suis né. Parce que je serais né à la période de mes parents, j'aurais eu la même éducation financière qu'eux. Ben oui. Mais grâce à Internet, j'ai pu franchement très bien me former en termes de finances personnelles. Je me suis pris de passion par ça et c'est de là tout est parti. Et tu as parlé de déterminisme social dans un de ton TED Talk. Est-ce que tu penses que grâce à Internet et les créateurs de contenu, ce déterminisme social va un peu se briser pour la première fois? C'est évident. C'est évident. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les messages perso que je reçois sur Instagram, sur Twitter,
il y a 3 ans, les gens qui m'écrivaient, c'était que des CSP+, c'est-à-dire des gens aisés, catégorie socio-professionnelle supérieure, CSP+, parisiens, bordelais, marseillais, lyonnais, éventuellement lillois, quand c'était exotique, tu vois. Maintenant, j'ai tout le monde qui m'écrit. Des agriculteurs, des mères célibataires dans le 9-3, des jeunes étudiants de toutes les classes sociales, des mecs de 50 ans qui sont pères de famille, qui ont un boulot tout à fait standard en province. Tout le monde s'y intéresse. C'est hyper important parce que en Europe, c'est valable pour toute l'Europe, ça. Jusqu'à présent, jusqu'à 2020, tu avais 15% de la population qui recevait une éducation financière à 100% intrafamiliale. C'est les parents qui formaient les enfants. Les parents qui ont une éducation financière, c'est ceux qui ont de l'argent, parce qu'ils ont eu des bons banquiers, soit un banquier privé, soit un CGP, qui était obligé d'être bon, sinon on en change. Donc c'est pas comme le banquier du quotidien pour monsieur et madame tout le monde. Donc ces gens-là reproduisent, et c'est tant mieux pour eux, on peut pas leur en vouloir, on peut pas dire aux riches salauds de vouloir rester riches, c'est normal, je pense c'est la nature humaine, et c'est normal de vouloir que ses enfants aient une bonne vie, mais c'était très inégalitaire, parce que quand t'étais... En fait, c'est un truc qui s'appelle l'indice de Gini, qui est l'indice de reproduction sociale, c'est-à-dire combien il te faut de générations, écoute bien, pour passer une classe sociale. C'est un indice des inégalités. Et en France, ça a augmenté ces 15 dernières années. Il faut 6 générations pour passer une classe sociale. C'est ça l'indice de Gini. Donc, c'est ouf. Le truc, c'est que quand tout le monde a accès, tout le monde, dans son téléphone, à des vidéos faites par des professionnels du secteur, régulés, des gens compétents, formés à ça, qui ont un tampon, une certification des autorités, et que tout le monde y a accès, et ben là, il se passe un truc magique. C'est qu'il y a des gens, comme tout le monde, qui expliquent avec un langage que tout le monde comprend, et ça s'appelle la pédagogie. Et donc, comme les banquiers le font pas, les assureurs le font pas, l'éducation nationale le fait pas, il n'y a pas non plus d'association. C'est marrant, t'as des associations pour tout en France, mais des associations d'éducation financière, si tu peux m'en citer une. Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus que les créateurs de contenu. Et donc, moi, tous ceux qui disent « Ouais, les influx voleurs, il faut interdire aux influenceurs de parler de produits financiers, etc. » Je leur dis « Vous êtes à côté de la plaque très sévèrement. Oui, il y a des arnaques sur les réseaux sociaux. Spoiler alerte. Il y avait des arnaques sur le Minitel. Il y avait des arnaques par fax. Il y a des arnaques au téléphone et au SMS par millions. Et oui, sur un sujet qui intéresse énormément les gens depuis 2020, qui est l'éducation financière, ben forcément, les arnaqueurs, ils sont venus, puisque c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc, oui, il y a des arnaqueurs sur Internet. Mais bon, il y a beaucoup plus d'arnaques à la carte bancaire que aux produits d'épargne. Donc, faut arrêter, quoi. Donc voilà, moi les boomers qui sont au pouvoir et qui te disent que l'influence c'est Nabila et rien d'autre, eh ben moi je leur dis qu'ils sont en train de passer à côté du monde de demain et que oui, les créateurs de contenu de qualité, oui, les entreprises engagées comme Trade Republic vont permettre d'améliorer le niveau d'éducation financière des classes populaires et des classes moyennes. Et ça, c'est très nouveau. C'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation financière. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Pour venir un peu aussi sur ton passé, pour que les gens comprennent un peu aussi ton histoire, en 2007 à 23 ans, tu deviens trader, c'est ça ?
Alors, je travaille en salle des marchés. Tu travailles en salle des marchés? Les créateurs de contenu comment dire, simplifient ça en disant que j'étais trader. Ouais. Il se trouve que j'étais pas moi-même trader au sens propre du terme. J'étais vendeur et je travaillais ensuite avec une équipe de market makers. Ok. Donc j'étais en salle des marchés pendant 10 ans. Je travaillais avec juste à côté, quoi, vraiment littéralement juste à côté de market makers. Donc je connais très bien le trading. Je connais très bien les produits dérivés. J'y ai passé 10 ans, donc c'est un univers que je maîtrise effectivement très bien et que j'ai quitté. Ouais. Ce côté trading, je suis assez curieux de savoir en fait ce que ça t'a appris d'un point de vue aussi éducation financière. Est-ce que tu recommanderais, je connais un peu d'avance ta réponse, mais j'ai envie que les gens l'entendent, est-ce que le trading ou le fait d'acheter des actions individuelles, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Ah non, clairement pas. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis au contact de traders particuliers, des gens lambda, qui, comme certains se passionnent pour le golf ou la pêche, ou la philatélie, se sont passionnés, parce que c'est une passion, hein, c'est un hobby, c'est un truc qui devient un peu dévorant, pour le trading. En fait, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est pendant toutes les années 2000 et jusqu'en 2015, 2017, ces pubs qu'on voyait partout, c'était devenez trader en 5 minutes, découvrez les CFD, un espèce une communication qui faisait croire aux gens que c'était facile de spéculer. Spéculer, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un actif pour espérer le revendre rapidement, plus fort, plus cher. C'est ça, spéculer. Investir, c'est pas la même chose. Investir, c'est placer son argent à long terme pour qu'il fasse des petits en contribuant à la croissance économique. Donc c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ça nécessite pas les mêmes compétences. Pour investir à long terme, il faut être raisonnable, il faut être un tout petit peu analytique, il faut être n'importe qui peut décider d'acheter un panier d'actions du monde entier tous les mois pendant 30 ans. C'est pas ça, pour le coup, c'est accessible à tout le monde. Par contre, avoir la force morale de couper tes pertes au bon moment, de faire ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire des règles d'allocation de ton argent dans ton trading. Combien je mets sur chaque trade? Est-ce que c'est 5%, 10%, 50% de ma somme totale? Est-ce que je trade avec ou sans levier? Est-ce que j'accepte une perte supérieure à 20%? Et donc tout ça, c'est très compliqué. Ouais. Et surtout, ça nécessite, les gens pensent que les traders, c'est des gens hyper excités, qui sentent le marché, qui flairent les coups, c'est n'importe quoi. Ouais. Les traders, c'est des moines bouddhistes qui ont une maîtrise d'eux-mêmes incroyable, un stress incroyable, il faut une capacité à gérer leurs émotions énorme. Ouais. C'était les premiers à faire de la méditation. Donc c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, et psychologiquement et émotionnellement. Ça, c'est très clair. Attends, tu vois, c'est assez drôle parce que quand je parle à des gens qui ne... Justement, en fait, avec la majorité des Français qui n'ont pas du tout eu d'éducation financière et qui ne savent pas vraiment ce que c'est que d'investir concrètement en bourse, ouais. Ils ont cette vision d'investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui va sélectionner individuellement des actions, quelqu'un qui presque va faire du trading. Ils ont ce cliché en tête de l'investissement. Et quand je leur explique le principe des ETF, j'essaie de prôner la gestion passive au maximum que je peux. Les gens, en fait, ils hallucinent. Ils disent, attends, mais j'ai accès à des fonds qui me permettent d'investir dans les entreprises du monde entier, dans plus d'une vingtaine de pays, à des frais super faibles. Je peux faire ça super simplement via, par exemple, Trade Republic. En quelques minutes, je peux ouvrir un compte. Et on m'a jamais dit ça. Et moi, les seules choses que j'ai vues, les placements, c'est l'assurance vie de ma mère chez le banquier qui a rien rapporté en 20 ans. Si, elle a rapporté. C'est juste que quasiment tout ce qu'elle a rapporté a été prélevé en frais. Ouais. C'est ça la vérité. C'est une problématique très complexe parce que c'est une problématique sociétale. Ouais. Et que c'est ancré dans les habitudes depuis la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc ça fait 70 ans, c'est énorme, quoi. En fait, tu as plusieurs acteurs. C'est-à-dire, tu as d'un côté les particuliers, les gens. De l'autre, tu as l'État. Et de l'autre, tu as les banquiers et les assureurs qui gèrent l'épargne des gens. Et
tu as, je dirais, 2 mécaniques qu'il faut comprendre. Et c'est pas la peine de faire une révolution pour autant ou de partir en guerre ou quoi, mais c'est une réalité néanmoins. La première, c'est que l'État a créé un système d'épargne par et pour les CSP+, c'est-à-dire les gens déjà aisés. Pourquoi ? Ben, c'est naturel. Les gens qui dirigent l'État, c'est des gens qui sont aisés. Les banquiers et les assureurs, c'est des gens qui sont aisés. Les députés, c'est des gens qui sont aisés. Et donc, c'est des gens qui construisent un système pour eux-mêmes, en fait. Et donc, le principal objectif des outils d'épargne en France, définis par le pouvoir public, c'est de défiscaliser. C'est pas de générer le rendement le plus élevé possible. Donc ça, c'est une première erreur structurelle monstrueuse. Parce que je rappelle que la moitié de la population ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ils ont le droit d'épargner quand même. C'est même mieux si c'est eux qui épargnent plus, parce que c'est eux qui en auront le plus besoin au moment de la retraite. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça très simples qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui en fait, pendant 70 ans, les gens n'y pensaient pas en fait. C'est du racisme social, hein, c'est rien d'autre que ça. Hein. Donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les banquiers et les assureurs, c'est pas un service public, c'est des entreprises commerciales. Et ces entreprises-là, elles ont un objectif, comme toutes les entreprises, qui est de maximiser leurs revenus. Donc l'objectif du banquier et de l'assureur, c'est pas de maximiser l'épargne des gens. L'objectif du banquier ou de l'assureur, c'est de maximiser ses revenus. Et donc, quand il y a une innovation financière fabuleuse, comme par exemple les ETF, eh ben, en France, tu as aucun banquier, aucun assureur qui en a parlé à qui que ce soit, à part à d'autres professionnels de la finance, parce qu'effectivement, entre professionnels, bon, ça va, on peut faire des très gros deals de milliards d'euros, si la marge est de 0,2 sur un ETF, bon, ça reste quand même acceptable, parce qu'il y a des très gros volumes. Mais Madame Michu, je vais te dire exactement ce qu'on me dit, moi, c'est ce à quoi j'ai assisté, ce que j'ai vu, si tu veux, chez toutes les banques et tous les assureurs. Ils te le disent, mais encore aujourd'hui, encore la semaine dernière. Je ne peux pas mettre en avant les ETF, sinon je suis obligé de virer 70% de ma boîte. Parce que je ne peux pas passer d'un produit qui me rapporte 2%, moi, banquier et assureur, les fonds d'épargne, les fonds d'investissement, à un produit qui me rapporte 0,2%, les ETF. Et c'est vrai, on les comprend, enfin, c'est un vrai problème pour eux. Ouais. Mais néanmoins, c'est plus possible, en fait. On est trop nombreux, on est trop vieux, on a trop besoin d'épargner efficacement. Et donc là, on est dans une période charnière de transition, quoi, de changement. Et c'est très excitant, évidemment. Mais on n'est pas arrivé, encore. Il y a encore un peu de chemin à faire. Ce que je trouve assez ouf dans le pays dans lequel on vit, c'est que la stat, c'est 73% des Français arrivent à épargner tous les mois, et plus de la moitié d'entre eux envisagent à augmenter cette épargne à l'avenir. Le problème, c'est que 95% de l'argent des Européens et en partie des Français est placé sur des placements qui ne rapportent rien, net d'inflation. Et ça, pareil, le concept de net d'inflation, quand j'explique à mes amis en fait, ton livret A, depuis des années, ne te rapporte rien. Non, tu perds de l'argent. C'est ça. Net d'inflation, en fait, c'est un concept qu'on, pareil, on n'explique pas. Comment est-ce qu'on fait ? Imagine, voilà, dis-toi, la moyenne d'âge des personnes qui m'écoutent, c'est entre 18 et 30 ans, les jeunes actifs. On commence à avoir ce que j'appelle l'épargne de précaution, avoir au moins 3 mois de salaire sur ses livrets en cas d'imprévu, et essayer de commencer à mettre en place une stratégie pour investir. Quel conseil ? Attention, c'est pas du conseil en investissement ce qu'on fait là, c'est de manière générale à adapter bien sûr en fonction de sa situation particulière, d'un jeune qui a la vingtaine, qui commence à avoir ses premiers salaires. Quel conseil tu donnerais pour commencer à investir en premier investissement ? En fait, pour moi, c'est parfaitement clair. C'est pas un conseil en investissement, c'est des stats de base. Plus t'es jeune, plus t'as du temps devant toi. Donc, plus tu peux prendre de risques. Le risque, ça rapporte, ça peut coûter aussi, si on a tort, mais c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est jeune, moins quand on est vieux, parce que quand on est vieux, on a besoin d'être de plus en plus certain de la somme dont on disposera pour sa retraite. Donc, c'est du goal-based investment, ou de l'investissement par horizon, et c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire, plus tu es jeune, plus tu prends des risques,
plus tu vieillis, plus tu sécurises. Ensuite, je me demande, qu'est-ce qui marche le mieux à long terme ? C'est très difficile de savoir ce qui va se passer dans le futur, donc on peut commencer par regarder le passé. Ça nous dit pas ce qui se passera dans le futur, mais ça nous donne une bonne idée de la dynamique, quand même. Et par le passé, depuis l'ère moderne, on va dire depuis le début du XXe siècle, ce qui marche le mieux à long terme, c'est les entreprises. C'est l'économie réelle, c'est les actions, concrètement. Donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, bon, ok, on est jeune, on peut prendre des risques. On doit prendre des risques même, pour avoir plus de rendement. Ce qui marche le mieux depuis 120 ans, c'est les actions. Donc là, il faut se poser une question simple. Est-ce qu'on pense que dans les 30 ans qui viennent, il y aura de la croissance économique dans le monde ? Tu as un écran de fumée actuel qui peut laisser penser à certaines personnes, bien intentionnées, qu'il n'y aura pas de croissance économique dans le monde à cause du fait de la transition écologique. C'est une erreur d'analyse, à mon sens, fondamentale sur ce qu'est la nature humaine. Pour moi, c'est une erreur d'analyse fondamentale. La transition écologique est indispensable. C'est une évidence pour tout le monde, à part pour quelques fous furieux, mais le fait qu'il faille préserver notre environnement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et qu'il faille changer plein de choses, carrément, et le plus vite le mieux. Est-ce qu'on en fait assez ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va y arriver ? Moi, je pense que oui. Est-ce que ce changement, cette transition vers quelque chose de mieux, va générer de la croissance économique ou est-ce qu'on va revenir à l'âge de pierre ? Pour moi, la réponse est évidente. Ça va générer de la croissance économique. Parce que l'être humain se développe. Ça fait 10 000 ans que ça dure. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. La seule question, c'est est-ce qu'on va réussir à continuer à se développer en étant aussi nombreux sans s'autodétruire ? C'est ça la vraie question. Est-ce que la solution pour éviter l'autodestruction, c'est une décroissance et un retour à l'âge de pierre ? Je ne peux pas y croire. Moi, je suis un humaniste, je suis technophile, et je crois que les êtres humains ont la capacité de dépasser tout ça et de trouver des solutions. J'en suis convaincu. Parce que sinon, t'arrêtes. Enfin, tu vois, je sais pas, s'il y a plus de progrès possible, à quoi bon ? Et pourtant, énormément de gens, quand je parle de la bourse, encore une fois, à monsieur, madame, tout le monde, on a tout de suite ces red flags des crises financières, parce qu'en fait, c'est là où le grand public entend parler de la bourse, c'est uniquement quand il y a des crises. Je suis complètement d'accord avec toi. Les médias traditionnels portent une responsabilité considérable dans la peur des gens pour la bourse, du fait de leur sensationnalisme et du fait qu'ils couvrent que les cracks. Il y a un autre problème culturel très fort en France, qui incombe à Euronext, à la Bourse de Paris. C'est la méthode de calcul du CAC 40. La méthode de calcul du CAC 40, c'est le pire ennemi de la démocratisation de l'investissement en France pour une raison simple. Ça ne tient pas compte des dividendes qui ont été payés. Le CAC 40 aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais tout le monde te dit « Ah, on est revenu sur les plus hauts de 2000 ». Donc tout le monde pense, quand tu dis ça au grand public, tout le monde pense que les mecs qui investissent en bourse, en fait, ils ont juste pas perdu d'argent depuis 2000, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Le CAC 40 aujourd'hui, incluant les dividendes, il est à quoi, 30 000 points, un truc comme ça, j'ai pas regardé, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut qu'en 2000, puisque l'économie française est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse qu'en 2000. Donc c'est un autre problème, tu vois. Il y en a plein comme ça, des petits problèmes culturels qui ont empêché les gens d'avoir confiance et de connaître la réalité de l'investissement, qui est que, oui, il y a des crises, mais à long terme, la bourse, ça monte. Pas les actions, pas chaque action individuellement. Il y a plein de boîtes qui ont fait faillite, d'autres qui ont cartonné. Celui qui a acheté du Apple il y a 30 ans, aujourd'hui, il est content, évidemment. Mais non, c'est pas les actions qui montent. Ce qui monte, c'est les indices boursiers. Le CAC 40, le S&P 500, ou l'indice du monde entier, le MSCI Monde. C'est des choses comme ça. Parce que les indices, ils ont une mécanique qui est fabuleuse, qui est la mécanique auto-nettoyante. C'est-à-dire, tu prends les 40 plus grosses boîtes françaises, et s'il y en a une qui rapetisse, ça veut dire plutôt qu'elle va pas bien, il se trouve qu'elle sort parce qu'elle devient trop petite, puisque c'est la sélection des 40 plus grosses. Et celle qui grossit, plutôt celle qui va bien a priori, elle rentre dans l'indice. Donc en fait, des boîtes du CAC 40 qui étaient dans le CAC 40 en 1989 quand il a été créé,
Ouais. Il y en a très très peu qui sont encore aujourd'hui dans le CAC 40. Donc cette mécanique-là de je fais sortir les boîtes qui diminuent de taille et je fais rentrer les boîtes qui grossissent, c'est ça qui explique que les indices et les ETF, donc sur indice, montent à long terme. Donc la réponse à ta question, qu'est-ce que je conseille à un jeune de 20 ans? Je lui conseille le plus tôt possible de commencer à mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros s'il peut, tous les mois, dans un ETF avec le plus d'actions possible du monde entier. Le truc le plus diversifié possible. On peut nommer par exemple le TFMSI World, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu en as qui incluent aussi les pays émergents dans le même ETF. Aujourd'hui, tu as même des ETF qui ont dedans des actions, des obligations, de l'or. Donc, le secret, c'est le long terme, la régularité d'investir tous les mois automatiquement et la diversification. Il y a un ami à moi, pareil, qui m'a récemment demandé, mais Hugo, là, j'ai envie de commencer à investir. Et je voyais que de temps en temps, voilà, je parlais un peu de TF, mais il comprenait pas le mot ETF, il n'arrivait pas trop à s'imprégner ce que c'était. Mais je dis, c'est quoi, en vrai, ouvre un compte Trade Republic. Je lui ai dit ça. Il a commencé la semaine dernière. Ouvre un compte Trade Republic. Et en vrai, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu aimes bien comme entreprise? Il m'a dit, Nintendo, je suis un fan de jeux vidéo. Dit, ok. Mais ce que tu peux te permettre de perdre, 20, je sais plus s'il a mis 20, 30 euros sur Nintendo. Voilà, très bien. Il a commencé, donc voilà, pas forcément la stratégie la plus optimisée avec des ETF très diversifiés, etc. Non, mais là où c'est très très bon, c'est qu'il a commencé avec du vrai argent. Exactement. Donc il va ressentir des vraies émotions. Exactement. Il va commencer à comprendre que dans son mode de vie, il peut intégrer l'investissement en fait. C'est ça. Et ça, une fois que c'est parti, après c'est bon parce que après il suffit de regarder quelques contenus de base. Ouais. Pour comprendre comment ça marche, comprendre ce qu'il faut mieux faire et comprendre que la meilleure chose qu'on puisse faire a priori quand on est jeune, c'est de faire un ETF le plus large possible, tous les mois, des petites sommes. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au fur et à mesure, donc au début, il s'est pas trop posé de questions, il a commencé à acheter cette action, Nintendo. Et au fur et à mesure des jours, j'ai eu des petits messages par-ci, par-là de, mais en fait, Hugo, attends, tant que je vends pas, là, j'ai pas vraiment gagné de l'argent, donc j'ai expliqué le principe de plus-value latente, avec, attends, mais les dividendes, c'est quoi exactement, etc. Et en fait, il s'est posé plein de questions qu'il aurait jamais eu si je leur ai dit, voilà, investis dans un ETF, il dit, oh, ETF, je sais pas ce que c'est. Franchement, ne prends pas la tête. C'est aussi une autre façon, je trouve, qui est bien de commencer l'investissement. Ah, j'adore. Et, et là, on commence à s'imprégner, poser plein de questions, et à vraiment comprendre ce que c'est. Ce qu'on n'aurait pas fait si on aurait juste fait de la théorie. Il faut décoincer les gens. Dès qu'ils sont décoincés, ouais. L'immense majorité, après, ils s'en saisissent parce qu'ils voient que ça marche, en fait. Et ils comprennent aussi un truc très important. L'argent, c'est un flux, pas un stock. Et ça, quand t'as compris ça, c'est pour ça que moi, quand on me demande comment faire de l'éducation financière, je dis un truc très simple. C'est ce que je fais avec mes gamins, avec mon filleul, à Noël. J'ai fait ça cette année avec mes filleuls et mes gamins. Je leur ai offert un billet de 50 euros à chacun. Et j'ai dit, je t'offre un billet de 50 euros. Tu peux aller t'acheter un jouet avec, tu seras très content. Mais si tu trouves un système pour dépenser les 50 euros, pour gagner 100 euros, moi, je te remets 50 euros de plus. Tu vois ? Ouais. Et ben, une fois qu'ils ont compris ça, après, ils sont partis pour toute leur vie. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, tout ce discours des banquiers et des assureurs, si tu veux, qui ont maintenu pendant... et je l'ai fait, hein, donc je sais de quoi je parle. Hein. Moi, j'ai complexifié des brochures, je sais de quoi je parle. Okay. Pour avoir l'air d'un expert. Tu vois. Le problème, c'est que les personnes les plus intéressées à ce système, c'est les banquiers et les assureurs, sont les personnes qui ont le moins d'intérêt à ce que les particuliers se forment. Parce que pour un banquier traditionnel qui est coincé dans une banque, qui n'a pas su se moderniser, qui du coup ne propose pas des bons produits aux gens, quand les gens s'éduquent tout seuls sur Internet, pour un banquier, c'est l'enfer. Parce que son client, il commence à se plaindre, en fait. Parce que son client, il commence à plus accepter, en fait, de payer des montagnes de frais sans trop rien dire. Son client, il commence à plus accepter de voir que la bourse, elle a fait 18% et que son assurance vie, elle a fait 2%. Tu vois ? Et donc, moi, mon pari personnel, et ce pourquoi franchement, c'est épuisant. Enfin, vraiment, ce qu'on fait avec Trade Republic, c'est vraiment très, très dur, quoi.
Tu vas à l'encontre de tout le monde, en fait. Ouais, et puis c'est beaucoup de travail. Tu sais, on est 550, Ouais. on gère 4 millions de clients, plus de 35 milliards d'euros d'épargne. La boîte, elle a 5 ans. On a obtenu une licence bancaire allemande. Voilà, on apporte des innovations tous les 2 mois, quoi. Enfin là, on vient de lancer une Ouais. carte qui est la seule carte au monde à avoir 1% de SafeBack dedans. On a rendu les obligations accessibles à tout le monde en fractionné. On est la seule banque d'Europe à filer les 4% de la Banque Centrale Européenne aux gens. C'est beaucoup de travail. Chez Trade Republic, bien sûr, on est tous hyper contents du développement de l'entreprise. Moi, je suis actionnaire de Trade Republic, donc évidemment, je suis très content que la boîte se développe, c'est formidable. Mais la vérité, c'est qu'on est quelques-uns à pouvoir faire autre chose en ce moment. Moi, je pourrais gagner autant en bossant 3 fois moins. Hein. Donc, en prenant moins de risques, en ayant moins de stress. Voilà, je pourrais. La vérité, c'est qu'on espère, collectivement aussi, parce que on n'est pas des boomers, mais on n'est pas des Gen Z non plus. On est un peu au milieu, tu vois, les dirigeants de Trade Republic. Donc, on comprend les 2 générations aussi. Ça, c'est intéressant comme positionnement. Ben, on aimerait bien avoir un impact positif. Et comme tu vois, l'exemple que je prends en France toujours, c'est le même. Hein, c'est Free qui arrive et qui fait baisser les prix des autres opérateurs téléphoniques. C'est Free qui fait en sorte que les autres opérateurs téléphoniques, par pression concurrentielle, se comportent mieux. Et Trade Republic va être ce Free de la finance. Et on espère, ouais, à l'échelle européenne. Et quand je vois notre croissance actuelle, je me dis qu'on est vraiment pas très loin d'y arriver là. J'ai des signaux faibles sur les réseaux sociaux qui commencent à me demander des modèles de lettres pour se plaindre à leur banque, qui me demandent, mais attends, Trade Republic, vous êtes des fous de payer 4% sur les espèces. C'est pas nous qui payons, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est un mécanisme démocratique qui a été privatisé par les banques, mais c'est les 4%, tout le monde devrait les toucher pour tous les euros qui sont déposés dans des banques. Parce que tout le monde les paye sur les crédits. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de changer petit à petit. Et un autre signal, c'est qu'on a été les premiers à faire du fractionné. Ouais. C'est permis grâce à une innovation juridique allemande. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs États européens qui m'ont demandé récemment de leur expliquer comment ça marchait. Parce qu'ils veulent le mettre dans leur loi nationale, à commencer par la France. Donc, on est en train d'avoir un impact, déjà structurel, et c'est que le début. Parce que quand nous, on a levé 1,2 milliard de capital, et on est une entreprise rentable. Déjà. Si tu veux. Donc, on n'est pas comme ces startups qui ont brûlé tout leur cash, qui se retrouvent en difficulté, sans avoir de business model, etc. Trade Republic, c'est une entreprise qui est pilotée de manière très précise. On a les plus gros fonds d'investissement du monde qui sont au board. C'est les patrons des fonds d'investissement les plus gros du monde qui sont personnellement eux-mêmes au board. Et donc, on est sur un développement qui est très précis. Donc voilà, il y a cet impact-là, et c'est que le début, quoi. Moi, quand je vois la puissance de la viralité sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. La puissance de l'émancipation collective, quoi. Et tout comme les taxis se sont fait disrupter par Uber, que les hôtels se sont fait disrupter par Airbnb, nos amis médias traditionnels sont en train de se faire disrupter par les créateurs de contenu. Parce que les créateurs de contenu, ils sont en train de devenir des médias, en fait. Et donc, là aussi, c'est une transition. Ouais. Bien sûr, ça crée des problèmes déontologiques. Mais il faut regarder la réalité en face aussi. Pour l'instant, les médias traditionnels ont très peu d'impact, là où les créateurs de contenu ont un impact colossal. Parce qu'en fait, moi, pendant 15 ans dans mon boulot, je me suis concentré sur l'offre d'éducation financière. Et je me disais, moi, banque, moi, broker, comment je peux faire pour éduquer les gens ? Et c'était une erreur d'analyse, parce qu'en fait, le sujet, c'est la demande d'éducation financière. Et la demande d'éducation financière, elle n'est pas sur le site de Trade Republic. Elle n'est pas sur le site de la finance pour tous. La demande d'éducation financière, elle est sur YouTube, elle est sur TikTok, elle est sur Instagram. On peut décider que c'est mal, que c'est bien, je m'en fous. C'est la réalité. Donc, avant, il n'y avait que des boîtes de merde dans le secteur financier qui allaient sur les réseaux sociaux pour essayer de vendre des miroirs aux alouettes aux gens, ou des arnaqueurs. Mais nous, on est arrivés, on a levé 1 milliard d'euros, on a du budget marketing, plus que tout le monde, et on est capable de prendre d'assaut un écosystème digital partout en Europe. On a 150 créateurs de contenu partenaires, on a créé l'équipe d'Europe de l'éducation financière,
Et on s'arrêtera pas tant que le niveau d'éducation financière des Européens n'aura pas progressé. Et je te dis, là, moi, je vais tester... j'ai envie de faire un grand coup en France sur l'éducation financière. Ouais. Et là, la télé peut être utile. Ok. Donc, je vous prépare une surprise avec Vincent Grard, qui est le directeur pour la France. Et si on y arrive, le niveau d'éducation financière des Français devrait énormément progresser en 2024. Pour revenir à Trade Republic, pour les personnes qui ont écouté ce podcast et qui ont envie de passer à l'action, les gens ils trouveront en description de ce podcast un lien pour commencer à investir via Trade Republic. Pas plus tard que la semaine dernière, comme j'ai raconté, j'ai recommandé à un ami pour commencer. Je trouve ça génial parce que c'est d'une simplicité la plateforme, où j'ai trouvé ça assez ouf. Et pour vous dire, ça c'est tout à fait en toute transparence, même professionnellement parlant, moi qui ai comparé, ou même les cabinets dans lesquels j'ai pu travailler, où on fait des comparaisons des meilleurs comptes titres. C'est ce que c'est un compte titre. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de PEA. J'espère qu'il arrive bientôt. Il arrive. Et quand on fait un comparatif des meilleurs comptes titres en fait, sur le marché, il n'y a pas photo. Trade Republic est le meilleur. Je dis pas ça parce que voilà, il y a le lien en description, oui, il est affilié, mais pour être honnête, c'est le premier et le seul compte titre que j'ai ouvert de ma vie, parce que je trouve que c'est le meilleur, tout simplement. Les frais sont astronomiquement faible, la plateforme elle est super simple avec les versements programmés, les ETF fractionnés, les actions fractionnées, etc. Franchement, c'est d'une simplicité assez ouf. Et même on peut investir en crypto-monnaie. C'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. C'est très rare qu'on puisse investir en crypto dans une banque. Comment ça marche ? Quand tu es dans une la grande transition de l'industrie financière, c'est pas les cryptos, c'est la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Parce que la blockchain, elle va permettre dans l'industrie financière de réduire les coûts, de sécuriser le système et d'enlever des entreprises archaïques qui gèrent très mal les choses et qui sont pas du tout favorables à l'innovation. Et donc voilà, c'est beaucoup de lourdeur de process qui vont changer grâce à ça. Mais on n'y est pas encore. Et le temps d'y arriver, il faut être toujours pareil. Hein, dans la période de transition, on n'est pas passé du jour au lendemain des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Au milieu, il y a eu un truc qui s'appelle les moteurs hybrides et qui sont vachement utiles à la transition. Ouais. Trade Republic a hybridé le système, exactement comme un moteur hybride. C'est-à-dire que c'est une banque allemande, fonds de garantie des dépôts, les actions, elles t'appartiennent, elles sont conservées chez HSBC Allemagne dans une banque dépositaire. Donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel, je veux dire, comme un compte titre à la BNP ou à la Société Générale. Vous êtes soumis à la régulation européenne. La même, il y a pas de... pareil, comme n'importe quelle banque en Europe. Mais on est aussi connecté à Fireblock. Et on a créé Trade Republic Custody, qui est le conservateur crypto de Trade Republic. Et donc, nos clients, ils ont un wallet chez Fireblock, qui est en prestataire avec nous, comme HSBC Allemagne pour la partie dépositaire titre était prestataire avec nous. Et les clés donc c'est des vrais cryptos sur une vraie blockchain, mais qui s'affichent dans ton compte titre. Donc, tu as un seul compte pour voir tes actions, tes ETF, tes obligations, tes cryptos, tout au même endroit. Donc, moi, les gens qui me disent quand est-ce que vous offrirez un ETF Bitcoin, en fait, les Bitcoins que tu achètes chez Trade Republic, c'est un ETF Bitcoin, parce que c'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'un ETF Bitcoin. C'en est pas un, mais c'est les mêmes fonctionnalités, sans les frais de gestion. Il y a deux questions que j'ai à te poser avant de finir ce podcast en 5 minutes, donc on va essayer de faire efficace. Deux questions que je pose en fait à tous mes invités qui viennent dans ce podcast. La première, c'est donc en plus de ce lien pour passer à l'action, commencer à investir via Trade Republic très, très simplement, ils trouveront un autre lien que j'ai appelé le coffre de Génération Investisseur. Qu'est-ce que c'est ? En fait, dans ce coffre, les gens vont pouvoir trouver des ressources 100% gratuites de tous les investisseurs, tous les j'appelle les finfluenceurs, ceux qui font du contenu sur la finance, des entrepreneurs que j'ai reçus dans mon podcast, et même mes outils à titre perso que je mets dedans, des ressources que les invités aiment bien. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter dans ce coffre ? Ça peut être un article que tu as aimé, une vidéo, un TED Talk, un livre, peu importe. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter ? J'aimerais ajouter le livre que je suis en train d'écrire, mais que j'ai pas terminé. Donc, quand je le sors, Hugo, rappelle-moi qu'on doit l'ajouter. Promis. Ensuite, je te mettrai probablement la newsletter de Nicolas Chéron. Je te mettrai les vidéos pour débutants de Mathieu Louvet. Je te mettrai aussi le livre de Grégory Guillemin, qui est là d'ailleurs, bien débuté en bourse.
Grégory, c'est un personnage incroyable, c'est un Belge qui a quand même un PhD en économie, hein, donc un doctorat en économie, qui a travaillé pendant 15 ans dans des family office, c'est-à-dire tu vois, les banquiers normaux, au-dessus, tu as la banque privée, après, tu as les gestionnaires de fortune, et tout en haut de la pyramide, tu as les family office. Ouais. C'est ceux qui gèrent les milliardaires. Donc Grégory, il a un niveau de compétence financière qui est tu vois, le max du max, quoi. Ouais. Et du jour au lendemain, le mec, il a tout plaqué, il a démissionné, et il a dit, au lieu d'aider 10 riches belges, je vais aider 1 million de Belges. Et il s'est lancé. Et ça, je trouve ça, c'est des personnalités incroyables, si tu veux. Ouais. Et donc, ouais, le bouquin de Grégory, la newsletter de Nicolas Chéron et les vidéos pour débutants de Mathieu Louvet, qui est conseiller en gestion de patrimoine par ailleurs. Okay. Donc, voilà, ce genre de choses. Mathieu Louvet, je connais très bien. Il est passé dans ce podcast et je viens moi-même de sa formation qui m'a aussi pris de passion pour la finance. Ah bah, je savais pas. Donc, je savais pas. Donc, c'est génial. Et moi, je le recommande en plus souvent son contenu parce que franchement, en toute transparence, c'est vraiment très qualitatif ce qu'il fait. J'ai une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Ouais. Et je suis très curieux d'avoir ta réponse à cette question. Toi qui est passé comme d'une classe modeste, monsieur, madame, tout le monde en France, et qui a quand même pu gagner plus de 300 000 € par an quand tu travailles en salle des marchés. Mm-hmm. Toi qui as vécu cette ascension fulgurante en termes de revenus, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur ? Non. C'est absolument certain, ça. Ça, c'est pas une opinion, c'est une certitude. L'argent fait le confort. L'argent fait la liberté. L'argent fait la sécurité et la santé. Voilà. L'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin du tout. Et ça a jamais fait le bonheur de personne. Tu peux être très riche, très malheureux, très pauvre, très heureux. Par contre, l'argent, c'est, pour moi, et je pense pour la génération Z aussi, c'est la liberté, en fait. C'est ça le plus important avec l'argent. C'est que d'abord, ça t'apporte la sécurité. Tu sais que tu pourras bouffer, tu sais que tu pourras te soigner, tu sais que tu auras un toit au-dessus de la tête. Et après, ça donne la liberté. Et en fait, c'est très bien résumé par le fondateur de Trade, hein, à qui je rends hommage là-dessus. C'est qu'il dit, pour les boomers, le temps, c'est de l'argent. Pour la génération Z, l'argent, c'est du temps. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça l'argent. Il faut qu'on aide les gens à s'en ressaisir et à remettre comme ça l'argent à sa juste place, quoi. C'est un outil utile, hyper important, mais un outil, rien d'autre. Merci beaucoup à toi, Mathias, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Je redirige du coup les gens qui nous ont écoutés vers la description de tous les éléments qu'on a pu citer, Trade Republic, le coffre de Génération Investisseur, on va retrouver toutes les ressources que tu as citées. Merci à toi et à la prochaine. À bientôt Hugo et bons investissements à tous.